après le cardinal Fridolin Mbongo, les chefs des institutions, plus un conseiller spécial du président de la République en charge de la sécurité, nous citons d'abord le président du Sénat, Batulukwebo Modeste, Christophe Mbosso Nkode-Apwanga de l'Assemblée nationale, Bati du Sénat, le Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel. Oui, les quatre étaient chez le cardinal pour un apaisement. Je n'affirme rien, mais je m'interroge. Après, ils sont allés chez les protestants. C'est le président de l'ECC, l'Église du Christ au Congo, André Bokundoa, qui les a aussi reçus à son tour. C'était mardi, donc 48 heures après l'étape de catholique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dépêché donc toute la République chez les deux personnalités religieuses. Est-ce que c'est vers un apaisement? On en parle avec les invités autour de cette table. Bruno Caïmois, vous êtes analyste politique, mais votre spécialité, comme formation initiale, les relations internationales, à l'université de Bilbao, chez les jésuites en Espagne, et puis les relations interreligieuses. Interculturelles. Merci pour la précision. Et puis, juste à côté de moi, donc à ma gauche, Oscar Moubiaï. Vous êtes juriste. Oui, je vous le confirme. Je vous reçois en tant qu'analyste politique. Je n'aime pas vous coller ce qu'on colle aux gens par ce temps qui court, société civile. Vous êtes avocat au barreau de Lille en France, mais plus déjà présent dans votre pays. Et puis, Dieudonné Mouchagaloussa, qui n'est plus à présenter, il est le coordonnateur du panel d'experts de la société civile. Il reste un homme libre dans ses analyses. Bienvenue à tous. Il n'y a qu'un seul qui manque au rendez-vous. Il nous parle d'un rendez-vous manqué à cause des embouteillages devenus un peu légendaires par ce temps qui court à Kinshasa. On ouvre ce débat. Messieurs Moubiaï, avec vous. On commence par vous. Voilà, ces chefs des institutions, chez les deux chefs des confessions religieuses catholiques et protestants, ça augure quoi exactement selon vous? Écoutez, pour moi, ça augure que, comme on pourra le dire, de bon augure dans la mesure où on parle de l'apaisement. Maintenant, apaisement oui, mais jusque-là on n'a rien dit. Apaisement, on ne peut pas arriver à l'apaisement tant qu'on n'a pas résolu les causes qui ont été à la base de ce que l'on pourrait appeler embrouille ou conflit. Est-ce que par apaisement, on va nous dire ici que il faut révisiter... Personne n'a affirmé apaisement. Est-ce qu'on va vers l'apaisement? On revient à vous. Vous avez suivi Bokundoa, vous avez suivi également Fridolin Mbongo. Est-ce que les choses ont-elles évolué? Déjà, il y a un dialogue. Le dialogue, c'est déjà une bonne évolution pour les deux parties, à l'espèce l'État et les confessions religieuses, du moins représentées par les deux grandes églises qui n'ont pas été parmi les 6 confessions religieuses. Nous sommes un État laïque, dit l'article 1er de notre Constitution, mais nous ne sommes pas religieux. Non, nous restons un État laïque. L'Amérique, on prête serment sur la Bible par le président de la République, mais des États-Unis, on va dire, mais ça reste un État laïque. Qu'est-ce que l'on voudrait dire par là? Je crois que la République gagnerait si chacun reste à sa place. D'un côté, l'Église reste à sa place et de l'autre, l'État également à sa place en appliquant les principes bibliques qui dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, les deux sont tenus de coopérer, de collaborer. Il était quand même un mauvais signal pour notre pays d'avoir l'impression qu'on avait bougé le curseur vers les églises dites de réveil, alors que nous sommes une tradition
En tout cas, culturellement, je crois qu'il y a un expert en matière interculturelle autour de la table. Je parle sous son contrôle. Nous sommes un pays judéo, à idéologie judéo-chrétienne, donc chacun a grandi avec l'Église catholique, avec SCC. Il n'était vraiment pas de bon augure que ces deux églises-là soient mises à côté, surtout par rapport à 2023 avec les élections. Nous ne pouvons pas démarrer un processus électoral dans les frustrations et pas dans l'apaisement. Et je pense que cette approche ou ce rapprochement, pour moi, ça inaugure qu'un dialogue reprend entre l'État et l'Église, parce que rompre ce dialogue-là, à mon avis, c'était une cause de manque de cohésion nationale nécessaire pour aller vers les élections dites apaisées. Mais est-ce que maintenant, la cause à la base de cet embrouille qui est la manière dont M. Kadima, parce qu'il faut le citer, de la CENI est arrivé à la présidence de la CENI, je crois que c'était ça qui est essentiellement à la base. Est-ce que l'on pourra arriver à quelle conclusion? Les mal est fait, on continue, ou on corrige les mal? Voilà un peu la grande interrogation pour moi. Alors, dans les couloirs, avant, lorsqu'on a eu un entretien, vous me connaissez, Moulangué Pembe, comme on dit, vous avez dit qu'il fallait vraiment renouer avec ce dialogue. L'État a plus privilégié les Bizambi. Alors, vous parlez des 6 confessions religieuses. Alors, je reviendrai à vous. Vous avez essayé un peu de maquiller, mais vous dites maintenant le dialogue est engagé avec les vraies églises, les Bizambi, les 6 étaient privilégiés. Moucha Galoussa, Dieudonné, des signaux, on dirait très fort renvoyés. La Cour constitutionnelle, nous faisons une lecture apprivoisée des événements. La Cour constitutionnelle, dans le dossier Boukangalonzo, se déclare incompétente. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe se déclare incompétent dans l'affaire Kalev Mutondo. Et puis, l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, un ancien de l'ECC, plutôt du FCC, vient de quitter la prison centrale de Makala. Est-ce que ce sont les signaux qu'on renvoie dans le sens d'un dialogue avant 2023? Quelle est votre analyse personnelle? Mais nous revenons à ce contact institution de l'État avec Église, les 2 églises. Oui, vous savez Fabien, vous venez de le dire, vous avez toujours été Moulangué Pembe. Comme moi, j'ai toujours été objectif, rationnel, et j'essaie de me dépouiller de mes sentiments pour parler des faits et pour essayer de faire ce qu'on peut considérer comme l'alerte par rapport à l'apaisement, par rapport à la paix, par rapport à la cohésion nationale et par rapport finalement, en toile de fond, à la consolidation de la démocratie que nous rêvons tous et que nous voulons voir continuer jusqu'à l'infini. Et cela étant dit, par rapport à la justice, nous étions les premiers, c'est le panel des experts de la société civile qui étaient les premiers à alerter l'opinion tant nationale qu'internationale. Et nous avions même pris le courage d'écrire au chef de l'État que ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on commence à vivre en RDC, la justice semble être un bras séculier pour le président de la République ou pour le régime actuel ou pour la gouvernance actuelle pour régler des comptes à quiconque ne donne pas les mêmes sons, à quiconque ne veut pas danser la même cadence, à quiconque ne veut pas caresser l'essence du poil de ce qui nous gouverne, et que la justice était en train de vouloir régler ce compte-là. Ça servait d'un bras séculier, et ça c'était à l'époque des dossiers Vital Kamerhe. Vous avez réclamé la paternité justement de cette revendication. On revient à ces signaux que renvoie la justice. C'est ça, effectivement. Sommes-nous sur quelle voie exactement? Effectivement. L'état des droits au profit des compromis politiques. Voilà, c'est ça effectivement ce que j'étais en train de dire quand nous avions dénoncé cela. Nous sommes fiers aujourd'hui, nous sommes contents que
on nous a écoutés et que la justice finalement commence à donner des signaux forts pour dire non, nous sommes là, nous pouvons quand même traiter l'affaire correctement, nous pouvons nous prononcer par rapport à tel ou tel dossier. Et nous l'avions même dit, sur le plan politique, on a semblé voir comme si la justice était en train de vouloir s'attaquer à quiconque pouvait être candidat ou challenger au chef de l'État. Et nous avions dit que cela ne rassure pas, ne donne pas la possibilité aux gens qui devraient aller ensemble aux élections. Nous venons de citer le cas de Vital Kamerhe qui jusqu'à présent des détournements intellectuels qui n'a jamais été prouvé. Matata Ponyo qui probablement pourra être un candidat potentiel. Et tout ça. Donc c'est un signal fort. Non, laissez-moi m'exprimer, Fabien. La justice... Je n'ai rien. Est-ce que j'ai contredit? Oui, oui. Non, je voulais parler. La justice, en faisant ces signaux-là, nous disons que ça rassure, ça donne un élément d'espoir que finalement, la justice peut être la justice qui élève la nation et ce n'est plus une justice qui va faire l'acharnement. Et donc, on va vers un état d'apaisement. Et comme acteur de la société civile, vraiment du fin fond de mon cœur, je ne peux que saluer cela et je ne peux qu'encourager cela. Cependant, il reste un élément que peut-être les parquets ou d'autres institutions peuvent utiliser, des intimidations à l'endroit des acteurs de la société civile. Nous avons vu le collègue Jean Bosco Lalo, qui est à la base ou qui est co-organisateur des manifestations qui se passent pour le moment, être interpellé par un mandat du parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, que nous avons dénoncé si réellement les faits qu'on veut lui imputer reposent sur cet élément de la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Ça risque d'être une baïonnette qu'on va mettre dans le schéma de la démocratie et aucun acteur de la société civile ne peut soutenir ça. Et au-delà, si on s'attaque aux acteurs de la société civile, je peux vous assurer, Fabien, je l'ai dit en connaissance des causes, on va s'attirer les mécanismes internationaux qui luttent pour le respect des droits humains. Et vous savez qu'en Afrique, si un chef d'État est attaqué par des mécanismes, des organisations internationales des droits de l'homme, il s'en sort difficilement. Nous ne voulons pas qu'on amène le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur ce schéma de ternir son image. Ça, c'est sur le plan de la justice. S'agissant des rencontres maintenant qu'il y a eu auprès de notre cardinal Tata, le cardinal actuel Tata Fridolin Ambongo, nous disons merci, nous encourageons ceux qui sont partis, voir quand même les institutions de la République se déplacer. Vous aviez cité le président du Sénat, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Nous avons vu le Premier ministre et nous avons vu le tout-puissant conseil spécial du chef de l'État se déplacer aussi parmi les quatre. Mais il y a quand même un couac sur le plan protocolaire et c'est que nous, on n'arrive pas à comprendre. Comment on peut envoyer les institutions, les chefs de corps, 3 chefs de corps, l'Assemblée, le Sénat, les gouvernements plutôt, et on envoie les conseillers principaux du président de la République au même titre que le président de corps. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Si on voulait envoyer la présidence de la République, on sait comment ça peut se faire. Il est conseiller spécial en matière de sécurité. Ce sont des choses qui se jouent en dessous des tables. Les services ont leur spécialité. Mais comment on a pu envoyer un conseiller spécial du chef de l'État que je respecte beaucoup, qui est professionnel, que je connais depuis longtemps, mais ces trucs protocolaires clochent quand même. Ça ne se justifie pas. Et donc, on pense qu'ils sont partis, mais on voulait contrôler ce qui va être dit. Est-ce que c'est un message donc, ça ne rassure pas vraiment. Je dois l'avouer. Donc, la présence de Beya ne vous rassure ou ne garantit rien de la suite de choses ou de la démarche. Il ne fallait pas que Beya soit là. Effectivement, pour des raisons, il est le patron, le conseil spécial en matière de sécurité. C'est-à-dire le travail qu'il fait, c'est un travail qui ne peut pas apparaître, et si ça apparaît, que ce soit dans un cadre formellement officiel où il est délégué spécialement, lui seul, par le président de la République. Mais l'associer au président, au chef de corps, c'est ce que je suis en train de dire. Donc le mettre au même diapason que le président du Sénat dans une mission à la de place, bons il offices. Fallait mettre qui à sa place? Non, il ne devrait pas faire partie de cette mission. Il devrait faire partie d'une mission informelle ou alors à la limite on enverrait les directeurs de cabinet du président de la République. Donc, je l'ai dit en toute objectivité, et ce sont des choses qu'on doit corriger. Merci. Nous avons vu même sur des réseaux sociaux des images aussi où le président de la République est derrière les chefs de l'État rwandais. Donc, ce sont des erreurs protocolaires et nous, comme observateurs, nous faisons la lecture de tout ça et nous les demandons de corriger. Nous ne faisons pas des observations dans le sens négatif du pouvoir. Bon, M. Nous faisons des observations. ne ramassez pas tout, quand même. Les directeurs chez Protocole, qui sont des diplomates rompus au ministère des Affaires étrangères, quand ils organisent quelque chose,
ils en savent quelque chose. Il ne faut pas qu'on s'hasarde sur un terrain. Oui, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais vous ne m'avez pas permis de chuter sur la rencontre avec les cardinals et le président de l'ECC. Nous ne pouvons qu'encourager cela. Et le dialogue, on peut dire dialogue, consultation, concertation, mais tant qu'il y a ce mécanisme, tant qu'il y a ce schéma-là, tant qu'il y a cette possibilité que les gens se rencontrent pour échanger et arriver à discuter pour trouver des voies de sortie, on ne peut qu'encourager cela. Et en rejoignant mon compatriote, pour arriver finalement à faire sauter ce qui constitue l'objet de la crise actuelle. On va revenir à vous dans les paroles d'Ambongo et celles de Bokundoa. Est-ce qu'on y décèle une volonté de pouvoir vraiment harmoniser les choses? Bruno Kaïmoa, c'est à vous la parole. Vous avez suivi les questions posées à vos prédécesseurs. Oui, Fabien, merci pour m'avoir associé à ce débat. La question de la rencontre entre le président des institutions et le cardinal en premier lieu et puis le président de l'ECC, sur le plan fond ne pose pas problème. Parce qu'il faut toujours privilégier les dialogues. Mais sur la forme, c'est là où même le fond peut être touché. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes dans une république démocratique. L'article 1er, je suis heureux que le juriste ait commencé par là, dit que nous sommes une république laïque. Et dans une république laïque, oui, dans un État laïque, dans une république laïque, ce sont les autorités politiques qui prennent le devant de la scène. Ce sont eux qui ont la destinée de la vie de toute la population de la République. Et donc, voir les institutions, les chefs des institutions de l'État se déambuler, aller se promener. Donc, on mobilise les chefs des institutions de l'État. Moi, ça m'a bouleversé. Je ne suis pas tout à fait d'accord de la forme telle qu'elle a été faite. Je suis tout à fait d'accord du fond, du dialogue, mais voir le président du Sénat, le président de l'Assemblée, le chef du gouvernement, aller voir le président de l'Église catholique, moi, ça me fait mal. Ça va à l'encontre de l'article 1er parce que bon, c'est le pouvoir public qui nous gère, c'est le pouvoir public qui doit savoir s'occuper de toutes les questions. C'est vrai qu'il faut dialoguer. S'il y a un problème, ce qu'il fallait faire, c'est d'envoyer une seule personne. On devrait peut-être déléguer le président du Sénat, le président de l'Assemblée, ou alors même le conseiller politique du chef de l'État. Pas mobiliser toutes les institutions de la République pour qu'ils aillent voir les cardinals, et je vois ces chefs des institutions, tous ils se sont agenouillés devant le cardinal, dans une république démocratique laïque. Agenouillés? Ils se sont agenouillés? Il y a quand même des petites formalités pour dire bonjour au cardinal. Fabien, il faut être là, poser la question aux médias, ce qui se fait. Nous sommes quand même dans une république démocratique, une république laïque. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire l'article 1er de la Constitution. Et donc, quand vous êtes autorité publique, vous devez agir au-delà de votre tendance religieuse. Quand posez la question protocolaire auprès des gens qui travaillent aux côtés des cardinaux, il y a des obligations protocolaires. Et Mbosso l'a même dit, c'est notre chef spirituel. Il a dit même notre chef spirituel. Ce ne sont pas des fidèles, ce ne sont pas des fidèles qui sont allés voir. Mais Mbosso l'a dit comme fidèle de l'Église catholique. Or, ce ne sont pas des fidèles. Il est parti comme président de l'Assemblée. Voilà des contradictions. Il est parti comme président de l'Assemblée, mais quand il a parlé, ce qui est sorti de sa bouche, c'est comme si c'était un fidèle d'Ambongo qui était en train de parler. Des contradictions comme ça au sein d'une république démocratique où l'article 1er de la Constitution dit que l'État est laïque, pose problème. Pose problème. Alors, vous dites que ils sont allés voir Ambongo dans leur carapace, en fait, dans leur statut de fidèles de l'Église. Ils sont partis voir Ambongo dans leur statut de président des institutions, mais ils se sont comportés comme des fidèles de l'Église. C'est là où ça ne va pas en politique. Ça ne va pas. Poser la question en France, ça c'est inacceptable. En Espagne, c'est inacceptable. En Italie, c'est inacceptable. Je ne sais pas, trouvez-moi un constitutionnaliste, un politologue, même de l'Université catholique au Congo, même de l'ECC, qui va soutenir que scientifiquement ce qui a été fait reste soutenu. Au nom de la cohésion. Oui.
Est-ce que tout ce protocole ne peut pas être oublié pour pouvoir comment on dit, permettre au président de laver les mains et dire « j'ai les mains nettes, j'ai tout fait » en cas de la persistance de cette désharmonie. Les principes républicains restent au-dessus de certains comportements, même des contextes de l'éthique. Et donc, comme les principes républicains restent au-dessus, moi j'aurais souhaité que ce type de rencontre ne soit pas médiatisé. Parce que l'image qui a été envoyée à la population congolaise, vous savez, avant, quand il y avait crise, les gens disaient, lorsque l'État congolais est en crise avec l'Église, c'est l'Église qui remporte toujours. Mais c'est l'État congolais qui doit chercher le bien-être de la population. Et donc, l'image qui a été envoyée, c'est de dire l'Église restera toujours plus puissante que l'État. Or, on ne peut pas, dans une république que nous sommes en train de chercher à construire, permettre à ce que ces images envoient des messages forts dans les têtes de nos enfants. Moi, en tant que parent, je n'accepterai pas que ces images entrent dans les têtes de mes enfants parce que ça affaiblit le logiciel mental de mes enfants pour leur dire les autorités politiques sont incompétentes et les autorités spirituelles prennent les décis et donc on restera toujours dans un contexte où les religieux prendront toujours le devant de la scène et on ne saura pas s'en sortir devant la question. Monsieur Kaïmo, ou alors il fallait le faire en toute discrétion et éviter de médiatiser. Est-ce que cette initiative, elle ne serait pas un traquenard que le président tend un peu à ces deux églises? Vous l'avez démontré, ces églises qui sont apparemment fortes. Même le Seigneur Jésus, en parlant à Pierre, il a dit sur vous, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne lui prévaudront pas. Bon, je ferme la parenthèse. Est-ce que l'église n'est-elle pas en train de démontrer qu'elle est au-dessus de tout? J'ai lu l'article du journal La Croix, le journal français catholique, avant de venir, et c'est ce qui a été démontré. On a démontré que le pouvoir politique est faible en République démocratique du Congo, c'est l'Église qui est forte. Et comment on va construire une république quand on a un pouvoir politique faible et des églises fortes? C'est ça l'image que les médias nous ont transmise. Voilà, c'est ça le problème. Deuxième tour de table, Monsieur Moubiaï. Le cardinal Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, dit partir sur de nouvelles bases. En substance, partir sur de nouvelles bases. Cela signifie quoi? Merci beaucoup. Nous devons repartir sur de nouvelles bases. Ça signifie quoi? Merci beaucoup, M. Fabien. Avant de répondre à cette question-là, permettez-moi d'une seule minute de pouvoir rencontrer à ma gauche notre frère des sociétés civiles et aussi par rapport à la justice et à ma droite le professeur par rapport à ce qu'il vient de dire sur la force de l'Église, en fait on va dire la force du spirituel sur le temporel. Concernant la justice congolaise, je ne partage pas la lecture qui a été faite par notre ami de la société civile et ça c'est déjà trop grave si la société civile va pouvoir acclamer l'impunité. Nous pensons, en ce qui nous concerne, concernant le dirigeant, ils doivent répondre de leurs actes. Et nous devons envoyer un signal que l'impunité zéro. Donc, vous savez, ce qui élève une nation, c'est la justice. Ce qui la baisse, c'est l'injustice. Nous ne pouvons pas être dans un pays où on n'est pas égal devant la loi. L'article 12 de notre Constitution dit que tout le monde est égal devant la loi. Donc, le statut d'un éventuel candidat aux élections présidentielles n'entraîne pas que l'on soit pénalement irresponsable. Donc, je ne partage pas cette analyse, d'autant que je ne partage pas non plus l'arrêt de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétent. À mon avis, il y a eu une erreur d'interprétation par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le débat, mais je l'affirme. Je peux ouvrir le débat à quiconque le veut pour démontrer que la Cour constitutionnelle reste compétente pour connaître les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions par les prévenus Matata. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, avec cet arrêt de l'incompétence, si les gens rêvent que M. Matata ira devant la Cour
de cassation. C'est une erreur. La Cour de cassation reste incompétente. On pourra en ouvrir les débats. Et à ma droite, je pense qu'il faut interpréter la laïcité. J'ai commencé par dire qu'aux États-Unis, le président des États-Unis prête serment sur la Bible. Ce n'est pas pour autant que l'on dit que l'Amérique est un État qu'il soit catholique ou protestant. Il reste pourtant État laïque. Si on a le temps, on peut maintenant s'étendre sur ce que l'on entend par laïcité. Mais ce qu'il dit quand même, il a lu un journal avant de monter ici à Télé 50 sur ce plateau, c'est analysé par un journal sérieux catholique, non? Écoutez, La Croix en France qui dit, c'est donc au Congo, l'État est faible et c'est l'Église qui est puissante. Quel est le message que vous renvoyez? Vous envoyez toute une république chez deux pasteurs. Quel est le message? Et vous voyez donc dans les dires du premier pasteur, il dit nous devons repartir sur de nouvelles bases. Ça signifie quoi? On remet le compte à zéro, le compteur à zéro, et le second pasteur dit il faut dans tous les consensus, c'est-à-dire au mépris par exemple des lois de la République. Chaque fois qu'il y aura un problème, il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on puisse dire voilà, nous prenons tous du vin, nous prenons tous de l'umwila, les lois de la République restent à côté. Qu'est-ce que cela inspire? Monsieur Fabien, je vis, vous l'avez dit, j'évolue en France et que je reste panafricaniste et qu'il faut se méfier de certains journalistes, des petits occidentaux, qui se permettent à souvent donner des leçons morales alors que chez eux, ils font presque la même chose. Ce n'est pas le professeur qui va me contredire qu'il est des traditions en France que le président de la République puisse aller chaque fois au dîner des Juifs. Vous savez, pour la communauté juive. Ils ont une association des communautés juives. C'est un symbolique, il est de pratique que chaque président de France est invité au dîner de la communauté juive. C'est une pratique, l'on va dire, instituée en France. Chaque président passe par là. Est-ce pour autant que l'on dit que la France s'abaisse? Je ne pense pas. Donc, vous avez parlé des dialogues. L'Église catholique, l'Église protestante, donc l'Église en elle-même, prise dans son ensemble, reste un partenaire essentiel de la société. Dans une société, c'est une société des hommes. Et l'homme est composé du corps et de l'esprit. Nous quittons un peu la philosophie religieuse, tout ça. Nous rentrons dans, de manière praxis. Ce qu'Ambongo a dit, ce que Bokundo a dit, par rapport à la démarche du président de la République ou par rapport à la démarche des chefs des institutions. Ça me semble là, M. Fabien, l'essentiel du débat. Alors, donc, au-delà de toutes ces considérations d'ordre protocolaire et philosophique, l'essentiel du débat est quel est le signal, parce que chez nous, on aime beaucoup plus des cérémoniales, après, derrière, les paroles et derrière, finalement, rien. Aujourd'hui, nous devons nous interroger dans une analyse. Bon, j'aime bien être société civile qu'analyste politique. Entrons dans le sujet. Donc, voilà, au lieu de tourner autour. Je ne tourne pas autour parce que là, l'analyse que nous faisons, la vraie question, quel est le signal que l'on envoie? C'est ça la véritable question. Dans ces paroles-là, c'est ma question. Mais je réponds à vos questions pour dire comment on peut interpréter les paroles. Décryptons les paroles de Bokundo et de Ambongo. Mais justement, derrière les paroles, on doit voir quel est le message que l'on envoie. C'est ça ce qu'on doit voir dans le message envoyé aujourd'hui, c'est qu'il y a une démarche de l'État pour approcher l'Église afin d'aplanir les différends. Parce que c'est l'État qui a fait la démarche vers l'Église. Et en cela, il n'y a rien d'humiliant, à mon avis. Donc, cette démarche-là, aujourd'hui, la vraie question est celle de savoir, par répartir sur de nouvelles bases, doit-on entendre en cela qu'il faut revisiter
la présidence de la CENI, parce que la manière, c'est ça la cause de l'embrouille, la manière telle que ça s'est fait par rapport à la mise en place du bureau de la CENI, ça n'a pas convenu à l'Église, en tout cas aux deux grandes églises. Et j'assume ce que j'étais en train de vous dire dans off, que par rapport aussi aux confessions religieuses, ces confessions-là, elles n'existent peut-être que dans les limites de leur quartier. Mais nous sommes de tradition judéo-chrétienne. Et que l'on sait très bien que l'Église catholique, l'Église protestante, couvrent toute l'étendue de la République et que nous avons grandi dans ce système-là. Donc aujourd'hui, partir aux élections dans une frustration de le départ, ça semblait que le processus 2023 était mal parti. Qui vous a dit que les églises de réveil indépendantes ne sont pas dans le Congo profond? Ce ne sont pas des églises institutionnelles. Nous avons des églises institutionnelles. L'Église catholique est une institution. Quand je parle de l'institution, c'est par rapport à l'organisation. Aujourd'hui, nul n'étant éternel, vous pouvez apprendre du jour au lendemain que M. Dodo Kamba n'est plus. Son église ne sera plus. En revanche... Donc vous êtes un prophète aujourd'hui, après la mort je de n'ai Kamba, pas connaissance, il n'y aura plus je n'ai pas connaissance au Congo, je n'ai pas de connaissance au Congo des églises qui ont survécu à leur fondateur. Moucha Galoussa, Dieu donné, on évolue, on revient dans les paroles de Fridolin Mbongo et de André Bokundoa. Le premier parle de repartir, nous devons repartir sur de nouvelles bases. Ça signifie quoi? Le second parle d'un consensus dans tout, au niveau national, lorsqu'il faut chercher des solutions aux problèmes du Congo et des Congolais. Je suis en train d'interpréter ce qu'il a dit et ce qu'ils ont dit. Entre-temps, le Royaume-Uni et l'Espagne apportent leur soutien inconditionnel à la Commission électorale nationale indépendante. Kadima Deni les a reçus cette semaine. L'Allemagne avait déjà dit qu'il faut tourner la page, avancer vers l'organisation des élections. Votre analyse personnelle? Mon analyse ou ma réaction va être axée sur 3 éléments principaux. Le premier, c'est qu'il vous souviendra, Fabien, que même si je ne veux plus rentrer dans le débat du professeur Moubiaï... Il n'est pas professeur. Ah, ok. Mon co-débatteur sur la justice et tout ça, on en fera un débat un autre jour, mais il a reconnu quand même certaines choses sur lesquelles nous pouvons converger ensemble par rapport à cette question. Donc, je l'avais dit sur ce plateau qu'on n'avait aucun intérêt. Et ça, je l'ai dit à triple casquette, comme artisan de paix, comme défenseur et combattant de la liberté. Donnez Moucha Galoussa, je vous connais. Revenons au questionnement de tout à l'heure. Vous avez suivi Fridolin Mbongo? Oui, je l'ai suivi. André Bokundoa. Les deux hommes de Dieu ont parlé. Interprétons ce qu'ils ont dit. Est-ce que nous allons vers un apaisement ou c'est juste... on est en train juste de séduire le peuple avec des formules protocolaires, alors qu'au fond, la crise est comme une sorte de feu que couvrait la cendre. Effectivement, c'est cela. La crise était là et elle est encore là, mais on est en train de juguler ça. Et je l'avais dit qu'on n'avait aucun intérêt, c'est ce que j'étais en train de répondre. C'est sur ce même plateau, dans la même émission de Ça fait débat, où j'avais dit qu'on n'avait aucun intérêt de se mettre à dos l'église catholique et l'église protestante dans ce pays. Je l'avais dit, et si aujourd'hui ils sont partis et on arrive à un consensus, on arrive à dire qu'on va partir sur de nouvelles bases, je ne peux que saluer cela. Ça signifie quoi? Ça signifie nous devons partir sur de nouvelles bases. Ça signifie remettre les compteurs à zéro, recommencer les processus de désignation des animateurs de la CENI, ou accepter Kadima et maintenant négocier d'autres... Non, ça signifie exactement ceci, Fabien. Ça signifie 4 éléments. Le premier élément de crise qui a déclenché ceci, c'est la désignation de l'équipe actuelle de la CENI. Nous l'avions dit qu'en termes de personnes, en termes d'expertise, il ne pose pas de problème. Kadima, c'est un expert qui va au-delà des frontières à la fois congolaises et africaines.
Mais la manière dont ça a été désigné et le format de l'équipe actuelle, où on a foulé au pied les principes, les normes et des standards internationaux en matière électorale, quand je parle de ces questions, je suis allé, c'est mon domaine de prédilection, je l'ai déjà démontré en 10 éléments, ça ne garantit pas, comme vient de le dire le compatriote, ça ne garantit pas d'aller aux élections en 2023 dans un climat apaisé, mais au-delà de ça, ça ne permettra pas d'accepter les résultats qui seront proclamés par l'équipe actuelle. Et si nous nous battons pour que les choses puissent aller bien, c'est pour cette raison-là qu'on ne puisse pas briser la cohésion nationale en 2023. Puisque si on va aux élections dans le format et la configuration de la CENI actuellement, même si le chef de l'État arrivait à gagner honnêtement, en toute objectivité, 92% des voix, et que c'est l'équipe actuelle qui proclame ces résultats, je ne sais pas combien de gens vont accepter ça. Si le président de la République arrivait à avoir 2% des voix, est-ce que l'équipe actuelle aura le courage de dire que le chef de l'État a obtenu 2%? Voilà autant d'inquiétudes qui se posent. Et donc le fait de dire qu'on va partir sur de nouvelles bases, nous pensons qu'ils ont effectivement parlé sur la question de la CENI et que probablement on va corriger certaines choses, on va faire avancer les choses, et pour qu'on rentre sur ce qu'étaient les préoccupations de l'Église catholique et de l'Église protestante. Et nous savons que l'Église catholique et l'Église protestante avaient des conditions, avaient des éléments qu'ils ont fait comme proposition pour qu'on puisse arriver à la désignation d'une équipe consensuelle. Et donc, si on a dit qu'on va partir sur de nouvelles bases, ça veut dire concrètement qu'on a parlé de la question de la CENI. Ça, on ne peut pas se voiler la face. Et si le président de l'église de l'ECC, le respectable Bokondo, a dit maintenant qu'on va aller, on a trouvé un consensus, ça veut dire que la question de la CENI a été mise à table et le chemin le plus probable, soit on va demander à Denis Kadima de démissionner pour faire une nouvelle équipe, soit on va demander de refaire la loi organique avec une loi qui est plus consensuelle, parce que c'est ça, d'abord le combat de ceux qui menaient le front sur la question électorale avec les référentiels qui avaient été produits sous l'accompagnement de révérend Senga et des membres de la Senko. Donc il y a deux éléments. Soit l'équipe actuelle de Kadima va démissionner, soit on va retravailler sur la loi organique de la CENI pour arriver à intégrer toutes les préoccupations des uns et des autres. Vous parlez que l'Union européenne oublie autant d'ambassades de longue vue. Non, la question électorale, c'est une matière qui relève de la souveraineté nationale. Et je l'ai toujours dit. Donc, quand je parle de questions électorales, je suis très à l'aise. Les partenaires techniques et financiers, ils peuvent venir de l'extérieur, mais ils n'ont rien à nous imposer sur des questions qui relèvent de la souveraineté de notre pays. Ce n'est pas parce que le président Denis Kadima, que je respecte beaucoup, a été reçu par l'ambassadeur Mike Hammer, a été reçu par l'ambassadeur de l'Union européenne, à l'Union africaine, il est parti être reçu par son collègue de notre pays, que ça va remettre en cause les préoccupations profondes de la population congolaise ou des institutions de la République. Non, vous êtes en train de voir les gens, comment ils sont dans la rue sur cette question. Est-ce qu'on a intérêt de continuer à casser? Est-ce qu'on a intérêt de continuer à mettre les gens dans la rue? Est-ce qu'on a besoin de continuer à se faire l'église catholique et protestante des ennemis à cause d'une situation qu'on peut régler? Non. Et c'est là où je reviens sur mes propos de tous les jours, que les services n'ont pas la capacité d'anticiper sur certains nombres d'éléments qui peuvent causer des préjudices à l'État congolais. Ça, c'est un. Certainement qu'ils ont parlé de l'affaire de la gratuité de l'enseignement. Vous avez suivi le ministre Tony Mwamba qui avait dit qu'on va ravir les écoles catholiques. Je l'avais. Non, les choses ont beaucoup évolué. Non, les choses ont beaucoup évolué. Monsieur Moucha Galoussa, parce que vous abordez le sujet, évidemment. Est-ce que les concessions faites par l'État dans le recadrage de la gratuité de l'enseignement, est-ce que ça n'a pas été une opération aussi de séduction vis-à-vis de ces deux églises dites institutionnelles par M. Mobiaï? Des séductions, je ne pense pas, mais peut-être de voir la réalité en face. Donc, je l'avais toujours dit, donc c'était le deuxième élément sur lequel je voulais dire qu'on a parlé avec Monseigneur le cardinal Ambongo et le président Bokondoua. La question de la CENI, la question de la gratuité de l'enseignement qui a échoué, et je l'avais dit que cette gratuité échouerait parce qu'elle était mal pensée, il n'y avait pas de mesures d'accompagnement, on n'avait pas pris la réalité en face. Vous ramassez tout encore, Moucha Galoussa. Fabien, je ne peux pas les ramasser. Non. Je parle des 4 éléments qui constituent la crise. Vous ramassez tout. La question de... Non, permettez que je me résume alors. La question de la CENI,
la question de la gratuité de l'enseignement, il y a la question de la sécurité à l'est de notre pays, et il y a la question finalement, ces fameux rames qu'on continue. Ce sont les 4 éléments qui constituent une crise clé et qui a poussé aux responsables des institutions de notre pays d'aller voir les cardinaux, d'aller voir le président de l'ECC pour finalement croire qu'ils vont impulser sur les laïcs protestants et les laïcs catholiques qui ont finalement compris les bien fondés de pouvoir mener une lutte contre ces antivaleurs et qui sont en train de mener des marches et des sites une par-ci par-là. Merci Moucha Galoussa. Bon, c'est un homme des plaidoyers, comprenez son émotion. Relationniste, vous l'êtes, expert de questions interculturelles. Bruno Caïmois, repartir sur de nouvelles bases, ça signifie quoi? Vous êtes vous-même un catholique, et puis formé par une université catholique, la première des jésuites, et puis consensus, Bokundoa, n'est jure que par le consensus. Ça signifie quoi? Quel est le non-dit de ces deux? Le non-dit va dans le sens de dire c'est la position de l'Église catholique et de l'Église. Donc nous sommes déjà en train d'aller dans une logique où la position de l'Église catholique et la position de l'Église protestante seront prises en cause. Et donc la position de l'État sera marginalisée. Et ça c'est dangereux quand on est dans un processus de construction d'une république. J'aimerais ouvrir une parenthèse sur les statistiques. On est en train de préparer les recensements. Moi, j'aurais souhaité, s'il vous plaît, vous êtes dans les médias, Fabien, sensibiliser ceux qui vont organiser les recensements pour qu'ils profitent de l'occasion pour savoir la confession religieuse de tout un chacun dans ce pays. Et les résultats nous prouveront le contraire. Et donc, on finira par mettre fin à ce débat de dire quelle est l'église qui est majoritaire et quelle est l'église qui est minoritaire. La société dans laquelle nous évoluons, elle est dynamique. Cette question des statistiques, si vous voyez ce qui se fait aujourd'hui en Europe, elle est exactement ce qui se fait avec l'église catholique et l'église protestante. Aujourd'hui, quand vous posez... Les paroisses, c'est vide. Non. Les gens ne s'y pointent que le jour de baptême, le jour de... Sur le plan politique d'abord. Quand vous regardez les statistiques des pays européens, la plupart ne présentent plus les statistiques. Les statistiques, on les présente désormais au nom de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays comme le Botswana dépasse l'Italie sur plusieurs questions. Un pays comme le Ghana dépasse la Pologne sur plusieurs questions. Et alors, les Européens ne veulent pas voir cette honte être étalée publiquement. Et alors, ils ont pris la stratégie de dire nous allons commencer à présenter désormais les statistiques de l'Union européenne face aux pays africains, face aux pays asiatiques, face à la Chine, parce que ces statistiques de l'Union européenne vont prendre les dessus de ça. Et la stratégie qui vient d'être mise en place en République démocratique du Congo face aux confessions religieuses, avec la montée en puissance des autres confessions religieuses, c'est le bloc qui vient de se créer. Parce que si les deux blocs continuent à aller de manière séparée, aujourd'hui on procède exactement au recensement, on verra que de l'autre côté, et quand vous allez à Rigini, il y a paroisse, les pasteurs Barout qui vous fait les pleins plus que certaines églises, parmi les plus que la plupart des églises des CCC. Il n'est pas ni dans les catholiques, ni dans les églises du Christ au Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une logique où l'État congolais est appelé à faire des concessions. Et bon, je ne sais pas quel type de concession sera faite, mais la logique, elle est celle-là. Donc, c'est les candidats de l'Église catholique et le recadrage de la gratuité de l'enseignement, voilà, on vous fait les yeux doux, et puis vous vous relâchez d'un côté des choses un peu dans ce sens. Même sur cette question, Dieudonné l'a dit, sincèrement, la politique de la gratuité de l'enseignement, quand elle était déclenchée, nous devons avoir la culture de soutenir des bonnes politiques. Que nous le voulions ou pas, la politique mise en place par le gouvernement congolais, par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'il y a une politique que nous devons soutenir, tous les Congolais qui sont en train de me suivre, c'est cette politique-là, la gratuité de l'enseignement. S'il vous plaît. Mais il y a certains acteurs de cette politique qui ont saboté cette politique. Parmi ces acteurs, il y a les deux églises que vous êtes en train de citer. Disons-nous la vérité, regardons-nous en face. Parce que la vie de ces églises-là dépend de la question de l'argent qui vient de ces écoles. Or, faut-il sacrifier l'avenir des enfants
avant la grâce. Non, s'il vous plaît, Dieudonné. Oui, faut-il sacrifier l'avenir de nos enfants au nom de l'avenir ce sont des questions profondes que nous devons nous poser. Et si nous voulons alors maintenir la vie de nos églises, j'ai dit, quand nous allons faire les recensements, s'il vous plaît, recensons, sachant qui est protestant, qui est catholique, qui est église de réveil, et qu'au niveau du Parlement, s'il vous plaît, prenez une mesure comme en Allemagne, où on dit on doit ponctuer dans les salaires de chaque croyant les 10% pour que ça aille directement dans les comptes de ces églises. Comme ça, ces églises vont commencer à tourner, ils ne vont plus poser problème au niveau de l'État. Ça, c'est encore une digression. Nous devons travailler pour un État fort, pas pour des églises fortes. Sinon, on ne réussira jamais à développer ce grand et beau pays. Si nous voulons développer un beau et grand pays dans ce territoire qu'est la République démocratique du Congo, travaillons pour que notre État soit fort, soit responsable et que les églises se soumettent au travail que fait l'État congolais. Alors, après vraiment cette humilité des institutions ou des chefs des institutions comme Bosonko Diapwanga, Batu Lukwebo et Sama Lukonde l'ont démontré, humilité, en se présentant même comme des fidèles vis-à-vis des pasteurs consultés. Est-ce que les réponses du cardinal et du président de l'ECC, ce sont des réponses qui peuvent nous amener à dire, bon, finalement, l'État et ces deux églises ont fumé le calumet de paix et demain, il n'y aura plus, comme tout ce travail pour le même peuple, eh bien, maintenant, on va s'atteler à la résolution ou à résoudre les problèmes de ce peuple. Monsieur Moubiaï. Merci beaucoup, M. Fabien. J'espère que j'aurai aussi le temps de parole comme mes deux co-débatteurs. Je voulais ici qu'on puisse recadrer le débat sur ce qui me paraît fondamental. Autour de la table, je suis d'avis avec M. le professeur que par rapport à des politiques menées, nous avons gratuité de l'enseignement, ça on salue, on doit accompagner ça. Maintenant, dire qui a été à la base de mettre des crocs en jambe à la politique de gratuité de l'enseignement, je crois que ça c'est un faux débat. Le débat aujourd'hui est que la gratuité de l'enseignement, c'est une politique mise en place par le président de la République et que c'est parmi un des meilleurs des chantiers qui me semble être une grande réforme sous mandat Félix Tshisekedi. Sur la question liée à la sécurité, il est également indispensable que l'état de siège demeure et que c'est une bonne réponse, une application d'un dispositif constitutionnel. Vous êtes dans l'évaluation du bilan mi-parcours du président, apparemment là. Non, je réponds à mes co-débatteurs. De gauche comme de droite, il est avancé certaines choses. Dans ces choses-là, il s'en dégage. Ce qui me paraît plus essentiel, c'est de principe. On doit discuter autour de principes. Maintenant, moi, je dis que je suis d'accord avec la politique de gratuité de l'enseignement. Ça, maintenant, c'est une politique et on peut discuter sur la politique. N'oubliez pas ma question. Maintenant, je n'oublie pas votre question. Si vous me laissez mon temps de parole, vous verrez que je reviendrai sur votre question. La question liée à la sécurité, j'estime que c'est de la bonne politique. Maintenant, on peut en discuter. Mais je ne vois pas une autre alternative en dehors de l'état de siège. Pour ceux qui critiquent, je ne vois pas ce qu'ils proposent autre qui soit le mieux par rapport à nos compatriotes qui ne sont que rassurés, ne fût-ce que par la présence des hommes en uniforme. Donc, je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas de débat. Maintenant, pour revenir à la question de rapprochement entre l'État et l'Église, la question centrale, c'est par rapport au bureau de la CENI, qu'on ne se le cache pas. Aujourd'hui, ce qui est à la base d'un divorce auquel on a failli assister, c'est la question du bureau de CENI. Sur cette question-là, repartir sur de nouvelles bases voudrait dire quoi? À notre avis, nous attendons de bonnes réponses efficaces. Je pense, à mon humble avis,
que l'installation des bureaux de la CENI, c'est un processus électoral mal parti pour 2023. Maintenant qu'il y ait des diplomates qui défilent et que Kadima soit en train de courir vers une certaine légitimité extérieure, ça ne nous apportera rien. Les diplomates qui arrivent, j'ai l'avantage d'être avocat d'une société qui a été sous-traitant de la société française qui a organisé les élections, donc qui a fourni les kits électoraux. Donc, la CENI aujourd'hui, au-delà de ce que les Congolais disent CENI, pour les Occidentaux, c'est une question de marché public. Ces diplomates viennent pour les intérêts de leur pays, pour gagner les marchés, et non pas pour les intérêts des Congolais. Et donc, pour cela, concernant la CENI, voilà. À mon avis... Parce que vous aimez bien qu'on recadre le débat, on revient aux questions principales. Le peuple, bientôt 5 ans, il y a des coins où il n'y a même pas d'eau à boire, pas de lumière. Le pouvoir d'achat, regardez, les vrais problèmes ne sont pas encore solutionnés. S'ils le sont dans certains coins, eh ben, la grande partie du territoire national attend des réponses. Ambongo dit que l'Église et l'État travaillent pour le même peuple. Même souci du peuple. Dans ce qu'ils disent, et Mbosso, et Ambongo, et Bokundoa, est-ce que le peuple congolais se retrouve? Oui, je crois que le peuple... Épargnez-nous des philosophies occidentales et des philosophies congolaises. Monsieur Fabien, je crois que si vous regardez votre chrono, vous verrez que j'ai peut-être moins de temps de parole. Donc, je suis en train de répondre. Il est en train de philosopher. Voilà. Je suis en train de... Je ne philosophe pas. Vous me reposez des questions. Je réponds à des questions essentielles. Donc, partant de la CENI, c'est une question qui ne peut pas être dissociée du social. Parce que la CENI, c'est la question de qui sera président demain. Et élire un président de la République, c'est placer le destin d'un peuple entre les mains d'un homme. Donc, voilà pourquoi je pense que dire répartir sur des bases nouvelles, aujourd'hui, il y a eu fraude. La fraude corrompt tout et le bureau a été entouré de ce climat-là dit de fraude. À côté de cela, il y a eu un climat de violence. Ici, l'occasion m'est donnée parce qu'un membre de la société civile est en train de parler, il n'a pas signalé l'agression dont a été victime M. Paul Sapou, qui se retrouve quand même un grand défenseur des droits de l'homme qui a été agressé. Ce sont les services de l'État qui l'ont agressé? Je ne dis pas que ce sont les services, mais c'est un candidat très potentiel et trop sérieux aux élections pour la CENI qui se retrouvait dans notre pays agressé. Il a failli perdre sa vie. Et ça, c'est un climat que l'on considère un climat malheureux. Un motard, en passant, l'a tamponné, il faut dire les choses comme ça aux téléspectateurs. Je n'ai pas... Écoutez, je suis chargé de la plainte contre X dans cette affaire. Nous n'avons pas des éléments pour savoir est-ce que c'était un accident ou c'était une agression volontaire par rapport à ce qu'il est. Mais sachant ce que ce monsieur Paul Sapou est, nous pouvons avoir des craintes légitimes qui n'aient pas été sécurisées. Donc ça fait partie d'un environnement de violence, de fraude qui ont entouré la mise en place des bureaux de la CENI. Est-ce que maintenant, partir des bases nouvelles, pouvons-nous entendre en cela qu'on rectifie le tir? Tel est mon souhait. Pour ce qui concerne les statistiques, je crois que monsieur le professeur, dans son analyse... Monsieur Galoussa, c'est vous qui avez la parole maintenant, j'ai mon compteur qui travaille, parce que si vous allez entrer dans les statistiques, vous allez dans... Je n'entre pas dans les statistiques. Église catholique et Église de réveil. Vous me permettez d'une seconde, je ne vais pas dans les statistiques. Je voulais tout simplement dire que quand on prend en compte le nombre de gens qui arrivent les dimanches dans les églises, ce n'est pas ça, cette dimension qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il y a d'autres dimensions, vous parlez des écoles. Aujourd'hui, il n'y a pas, même l'État n'a pas autant d'écoles que l'école catholique. Vous avez les écoles pour ces gens-là. Votre enfant peut ne pas être catholique, peut aller à l'église les dimanches, mais il est formé et fomenté catholique. Il a évité les principales questions que j'ai posées. Dans ce que Mbosso a dit,
Bokundoa et Ambongo, moi, je vous regarde dans les yeux, et vous êtes devant le peuple congolais. Est-ce que les Congolais se retrouvent dans toute cette guerre? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Guerre, État et ces deux églises. Est-ce que le peuple congolais se retrouve? Il y a des éléments palpables. Parlons des faits. En parlant des faits, je vais juste énumérer les deux événements qui viennent de se passer. Si le peuple congolais ne se retrouvait pas, il n'allait pas, la population quinoise a bravé la pluie. La dernière fois pour la marche des 17, vous les avez vus, une foule innombrable dans la rue pour contester, pour protester contre ce que Maître Moubia est en train de dire. Et là, je suis d'accord avec lui sur toute la ligne. Si le peuple ne se retrouvait pas dans ce qui se fait, il n'allait pas être sur le boulevard ici vouloir faire le sit-in à la CENI. Si le peuple ne se retrouvait pas dans ce qui est en train d'être fait, ne serait pas prêt à se mobiliser comme un seul homme pour dire non. On ne serait pas prêt en train de faire un débat pareil. Si le peuple ne se retrouvait pas et si les chefs de corps des institutions ne savaient pas cela, ils n'allaient pas aller chez le cardinal pour aller leur dire nous voyons ce qui est en train d'être fait, les réclamations des laïcs catholiques, les réclamations des laïcs protestantes qui risquent de faire une tache d'huile, puisqu'effectivement, et là il faut remercier les chefs de corps des institutions, si on n'arrive pas à contenir, effectivement, à répondre aux réclamations principales de ce qui est à la base des manifestations actuelles, ça risque de faire une tache d'huile et on ne sait pas comment ça pourrait être contrôlé. Ça, c'est un élément. Et donc, je pense qu'ils ont compris qu'on ne peut pas, contrairement à ce que le prof Moubia, que je connais scientifique, aujourd'hui il est dans oui. Aujourd'hui, il est dans des sentiments comme s'il veut faire plaisir à quelqu'un. On ne peut pas diriger par défi. On ne peut pas diriger par arrogance. On ne peut pas se battre contre son propre peuple. Et le peuple s'est exprimé sur cette question de la CENI. Et Maître vient de le dire. C'est-à-dire, si on maintient la CENI, on organise les élections dans les formats actuels, ça veut dire qu'on veut perpétuer l'extorsion de l'argent dans les téléphones et déjà la question des rames. Et là, on résout les sociales. Ça veut dire que la stabilité, la sécurité ne va pas être rétablie à l'Est. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de quoi manger. Donc, si on maintient, on va aux élections dans la configuration actuelle, je mets mon doigt et je pèse bien les mots, ça veut dire concrètement qu'on aura une situation plus grave et pire que maintenant. Et la population a compris cela pas bien. Voilà. C'est pour cette raison qu'elle se mobilise et que les chefs des institutions ont compris cela. Et pour une fois, chapeau bas à eux, peut-être grâce au conseil du conseiller spécial chef de l'État pour anticiper ce qui est en train d'être fait. Dieudonné Mouchagalousse, apparemment, vous rejoignez le FCC, le KLCC et quoi encore, Milapro et autres forces dans leur démarche. Mais ce qu'on nous retire lorsqu'on a 25 000 francs dans les messageries, lorsqu'on veut retirer, on vous retire combien pratiquement quand vous avez 25 000 francs? Et tout ça, vous n'en parlez pas, vous, société civilement politique. Non, je viens de parler de la question des rames, et c'est l'une Caillez-moi votre conclusion. Oui, merci Fabien. J'aimerais bien dire à Dieudonné Mouchagaloussa que je ne veux faire plaisir à personne. Sincèrement, je sais, moi, ma plus grande préoccupation, que nous ayons un État congolais plus fort que l'Église. Je suis moi-même catholique. Et je ne peux pas accepter, avec la formation que j'ai eue, que nous ayons des églises plus fortes. Ils ne reconstruiront jamais cette république. Nous devons travailler pour avoir des autorités, un pouvoir politique fort, capable de nous amener le bien-être et la paix. Et donc, par rapport à cette question, il est extrêmement important que nous ne puissions pas nous abaisser à nous mettre derrière nos chefs de confession religieuse. Nous devons savoir leur dire la réalité telle qu'elle est. Les écoles ne sont pas les écoles des églises catholiques. Ce sont les églises de l'État. C'est l'État qui a donné la gestion de ces écoles à l'Église. Et c'est d'ailleurs une faiblesse de voir des églises. Nous sommes parmi les rares pays du monde où on voit les écoles publiques être gérées par les églises. On doit arriver à un niveau où toutes les écoles doivent être reprises par l'État. Ça, on ne doit pas se cacher. On doit arriver à ce niveau-là où toutes les écoles doivent être reprises et l'éducation doit être entre les mains de l'État, pas entre les mains de l'Église. Mais au niveau de la République, nous trouvons ce qui est anormal et de normal. Par rapport à la question qui a été posée de savoir, on ne peut pas espérer
que le cardinal, quand il a été fait cardinal, il a juré son serment pour défendre l'intérêt de l'Église catholique. Et donc moi, je ne condamnerai pas Mbongo de le voir en train de défendre premièrement l'intérêt de l'Église catholique, pas l'intérêt du peuple congolais. Je ne condamnerai pas aussi beaucoup Ndoa, parce qu'ils n'ont jamais été fait ce qu'ils ont pour l'intérêt du peuple congolais. Jamais. Lisez les serments qu'ils prêtent les jours où on les élève à ces rangs-là. Et il ne faut pas que nous fassions de confusion. Il revient à l'État congolais de savoir mieux faire les choses. Et donc, ces gens cherchent d'abord l'intérêt de leurs institutions. Et dans cette démarche-là, ils parlent du peuple congolais. Il n'y a que le pouvoir politique. Et donc, vous qui êtes en train de nous gérer pour le moment, c'est vous qui avez la responsabilité de tous les peuples congolais. Merci, Kayimoa Maneno. Merci, Dieudonné Mouchagalousa, ça excusez-moi. Oui, je voulais quand même apporter mon sentiment de compassion et de confort à Paul Sampou, qui est quand même un expert, un acteur de la société civile. Et au nom de la solidarité de tous les acteurs de la société civile, nous compatissons avec lui, son parcours, son niveau. Il est parmi les tout premiers qui ont travaillé sur la question électorale dans ce pays. Et donc, il soit assuré qu'il a la proximité de la société civile. Alors, également, nos sentiments de compassion à Paul Sampou, c'est une tête bien faite dans ce pays et dans le domaine de la société civile. Le secteur électoral, c'est sa tasse de thé. Mais contrairement à ce qu'on a dit ici, un motard l'a donc brutalisé et jusqu'à être hospitalisé. Bon, que les enquêteurs nous éclairent. Entre-temps, nous souffrons avec vous. À très bientôt. Merci d'être venu. Vendredi prochain. Merci. Voilà, avec moi un peu.